Merci à vous d'être là pour cette troisième et dernière rencontre de ce samedi qui s'intitule Des héroïnes fortes et bouleversantes. Alors, je vais évidemment pas vous casser les pieds avec un historique du polar, mais comme vous pouvez le voir sur les panneaux extrêmement bien faits qui sont dans la salle derrière vous, là-dessus, le polar a nettement changé, enfin, dans le sens où l'image des femmes dans le polar a nettement changé, parce que même chez les grands auteurs, euh, en schématisant, la femme, elle avait deux places. Disons celle de la femme fatale ou la garce ou celle qui inspirait des meurtres pour pour en tirer un héritage, de l'argent, etc. Ou bien la victime, que ce soit la victime qu'on enlevait, qu'on droguait, qu'on faisait chanter, ou y compris dans des romans plus contemporains, qu'on pouvait soumettre à des sévices brutaux qu'on décrivait parfois avec force détail pour bien sûr mieux les dénoncer. Mais voilà, cette image par bonheur qui a quand même duré longtemps, elle s'est très nettement modifiée et c'est de ce type d'héroïne-là qu'on va parler avec nos deux invités qui, chacun à sa manière et dans des lieux et des temps différents, ont des héroïnes fortes et bouleversantes. Mais avant ça, je voulais dire, parce qu'il y a peut-être un paradoxe que vous aurez remarqué sur cette table ronde. J'en entends qui rigolent. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, le paradoxe, c'est qu'on parle d'héroïnes fortes et bouleversantes, mais que nous avons deux garçons, aussi talentueux soient-ils, mais voilà. Alors, quand, avec Géraldine Hardy, on a conçu, il y a des mois de cela, cette table ronde, il devait y avoir une autrice avec nous, qui est Marion Brunet, qui n'a pas pu être là. On l'a su en amont, donc voilà, elle n'apparaît pas sur les programmes. Mais ça me permet quand même de citer son dernier roman, que vous pourrez trouver, je crois, à la librairie, qui s'appelle Vanda. Et Vanda, c'est aussi justement, c'est une tout ça, c'est une comment dire. Elle s'était rêvée artiste. En fait, on la retrouve. Elle est femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Elle vit seule avec son fils Noé. Elle est en marge d'une ville qui ressemble un petit peu. Elle vit dans un cabanon près de la plage, dans une ville qui ressemble un petit peu à Marseille. Et le père va réapparaître, après des années d'absence, va représenter une menace. Et Vanda, qui est quelqu'un que la vie a martyrisé, mais Vanda a la rage en elle, elle va se battre et c'est une tragédie intime et sociale à la fois qui est superbement écrite et que je vous recommande. Voilà, Vanda de Marion Brunet. Et à lire sans modération, parce que Marion a un vrai talent pour écrire les gens, le quotidien, et pour écrire les émotions, et elle a toujours le mot extrêmement juste. Merci Jean-Christophe. Voilà une intervention pleine d'élégance et de justesse. Ben c'est le cas, c'est pas, on se force pas. Hein. Comment on fait pour... Ah bah si, ça marche là. Oui. Bah avant tout, moi je voudrais remercier Géraldine parce qu'elle a su découvrir la femme qui est en moi. Alors, donc, on a avec nous donc deux auteurs, Noël Sizini et Jean-Christophe Tixier. Jean-Christophe Tixier, je vais faire très vite, mais il est l'auteur de nombre de romans. Alors, je ne sais pas si on dit disons pour la jeunesse généralement, mais jeunesse, ado. Oui, voilà. Je crois que le dernier en date, c'est Guilty, c'est ça ? Guilty, ouais. Guilty, voilà. L'histoire de femme. Qui est paru chez Rajo. Voilà, absolument, aussi. Et puis, il a écrit, alors c'est pareil, parce qu'on ne va pas dire roman vieillesse, mais enfin deux romans, je ne sais pas comment on dit, roman noir, est-ce que tu...
Des... Non, vrai, non. Non, on oubliera cette blague. Voilà, il y a d'abord eu Les Mal-Aimés, qui est paru chez Albin Michel, qui est maintenant livre de poche. Et puis, le livre sur lequel, qu'on va largement évoquer aujourd'hui, qui est Effacer les hommes, toujours chez Albin Michel et toujours repris au livre de poche. Noël Sizini, au départ, ça n'est pas la littérature elle-même. Ça a été, je sais que tu as fait plein de choses, mais vous avez fait plein de choses, pardon. Vous êtes allé dans les petites Cévennes, vous avez été éleveur, maraîcher, et puis la vie a continué. Vous avez écrit des scénarios, notamment pour des séries que je crois le public connaît, qui sont Navarro et puis Engrenage, et puis d'autres choses. Voilà. Et vous êtes sur cette table ronde pour un roman qui s'appelle Fucking Melody, qui pour moi était votre premier roman, mais je sais qu'il vient d'en paraître un deuxième, voilà, qui s'appelle Instant Sauvage et dont on reparlera sans doute un petit peu vers la fin de cette table ronde. Alors, on va commencer en... Vous avez un point de départ commun, mais qui va aussi mettre en place des personnages et qui va aussi permettre de parler des différences de vos récits. Votre point de départ, ce sont des lieux d'enfermement, des lieux clos, comme on dit, et comme le polar classique aimait placer certaines intrigues. Noël Sizini, c'est dans Fucking Melody, c'est une clinique qui est dans la région de Blois. Et je vais peut-être vous laisser nous dire comment démarre le roman et qui est-ce qu'on y croise. Alors on y croise d'abord dans un premier temps une fille d'une trentaine d'années qui est clown, notamment musicienne aussi, et qui s'est pris d'affection pour une gamine de 15 ans qui est en longue maladie dans cette clinique. Et donc, elle est un peu sa confidente. Et il faut savoir que cette gamine, elle vient de banlieue. Elle a été abandonnée par sa mère dès sa naissance quasiment. Donc, elle est allée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ce qui lui a appris, entre guillemets, à essayer de ne pas s'attacher. Parce que s'attacher, ça veut dire souffrir. Parce que être abandonné. Donc elle vit avec cette espèce d'épée de Damoclès qu'elle a. Donc voilà. Et donc malgré tout, elle rencontre Soline, qui est cette clown. Et je continue dans l'histoire. Oui, et qui est clown et qui intervient dans la clinique pour enfants comme il y a des groupes, voilà. Pour les distraire et leur apporter un peu de voilà. Et il se trouve joie. Que la fille qui se fait appeler Fiorella, normalement, comme elle est née sous X, elle a un prénom comme nom, c'est-à-dire Gisèle François, qu'elle refuse. Et elle est légèrement mytho, et donc elle s'est inventé un passé, et elle tricote un présent, plus ou moins maladroitement, comme elle peut. Et elle va faire la rencontre de Boris. Boris, c'est un dessinateur de bande dessinée, qui est l'ami de Soline, la clown. Et il s'avère que la gamine... Je dévoile ça ? On va peut-être pas trop dévoiler. On va y revenir de toute façon sur Boris et la bande dessinée, je pense. Mais oui, pour quand même pour Fiorella qui a donc 15 ans, qui vient d'une cité qui est allée de foyer en foyer. Vous écrivez, elle a tout d'un petit faux indomptable, égaré dans un monde dans lequel il ne trouve pas sa place. C'est vraiment ça, oui. Vous agréez à ce que vous avez écrit, c'est bien. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui me plaisait dans ce personnage, c'est que elle est
comment je pourrais dire, elle est attachante. Voilà. C'est une gamine qui est attachante. Elle est rebelle, et elle est tout le temps sur la défensive parce qu'elle veut pas s'attacher. Donc elle provoque des situations terrifiantes pour les adultes. Ouais, c'est surtout ça qui la caractérise. Bon, on révélera encore quelques petites choses quand même de cela. Jean-Christophe Tixier, Effacer les hommes. Effacer les hommes, ça pourrait être un peu le leitmotiv de l'auberge dans lequel se trouvent vos personnages, 3 personnages de femmes, au moins 2 qu'on peut peut-être évoquer dès maintenant. Cette auberge, alors là, autant dans le livre de Noël Tizini, on était ici et maintenant, disons, là, on remonte un peu en arrière, on est en 65, je crois. Est-ce que brièvement, on peut dire quel est ce lieu clos, le vôtre ? Oui. Allons-y. Faut que j'en dise plus. Peut-être un petit peu quand même. Non, oui, alors on se situe... En fait, moi, j'aime bien travailler, et c'est ça qui guide un peu ces 2 romans, et ce que je fais, j'aime bien travailler sur la notion d'émancipation, et sur l'emprise que peuvent exercer la terre, la famille, le paysage, l'histoire, avec un petit H, avec un grand H, avec le poids des générations aussi, et donc c'est ça que je voulais questionner. Et j'ai voulu un lieu... Alors, il se trouve qu'on est dans l'Aveyron, au bord d'un lac qui est en train d'être vidangé. J'ai choisi ce lieu-là parce que j'avais besoin d'un lieu qui fasse rêver, puisque le point de départ du roman, même si c'est révélé un tout petit peu plus tard, c'est 1936, les premiers congés payés. Et donc mes 5 personnages partent avec ce qu'on appelait à l'époque les billets Lagrange, c'est-à-dire des billets de train à tarif préférentiel qui permettaient de partir à jusqu'à 200 km de chez soi. Et je voulais un lieu qui les fasse quitter les usines et qui leur donne envie qui les fasse rêver. Et ce côté de proximité de l'eau. Et on est dans une auberge à un moment un petit peu particulier, puisque la gérante de l'auberge, Victoire, est sur son lit de mort. Elle a la cinquantaine, elle est atteinte d'une maladie. Elle sait qu'elle est en train de vivre ces derniers jours, ces dernières semaines. Et avant de mourir, elle veut mettre de l'ordre dans ses affaires. Il voudrait transmettre l'auberge à sa nièce, Ève, qui elle a 20 ans, elle n'est pas majeure. Et en fait, cette auberge ne lui appartient pas. Et voilà, on va retrouver le 3e personnage féminin qui va venir là au milieu. Et donc l'idée c'est pour ça que je l'ai placé en 65. Moi, ce qui m'intéressait avec cette décennie-là, cette année-là, c'est qu'on est dans une décennie de grande bascule. On est dans une France qui est encore extrêmement corsetée. De Gaulle a gagné contre Mitterrand, mais en même temps, on a toute une série de choses qui sont en train d'arriver et qui sont tous les ferments de 68. Et voilà, en juillet 65, on a le Parlement qui vote la loi autorisant les femmes à ouvrir un compte bancaire ou à signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. C'est l'arrivée de la mini-jupe. Enfin, il y a toute une série d'éléments. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir, dans cette société patriarcale, comment ces 3 femmes... à partir du moment où on parle d'émancipation, c'est tous les éléments que je donnais tout à l'heure, mais c'est aussi tout le rapport aux hommes. Et c'est ça que je voulais questionner au travers de ces 3 parcours. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué Victoire, vous avez évoqué Ève. Il y a aussi cette 3e femme dont le nom exact est Marie-Clément Maurice, qui est sœur. Sœur Marie-Clément Maurice. Oui. Voilà, pour être exact. On en dit 2 mots aussi, puisque au départ, son moteur à elle n'est pas... on apprendra comment Victoire a... disons que l'auberge, ça a été un combat gagné sur la pesanteur de la terre, et puis voilà. Elle avait aussi échappé à l'usine en ne retournant pas après 36 au chagrin. Mais Ève, elle veut s'échapper, comme on dit. Elle voudrait aller à la ville, à Paris. Bon. Et cette sœur, elle, qu'est-ce qui la caractérise ?
Ben, cette sœur, c'était la fille du propriétaire terrien qu'a épousé Victoire pour éviter d'avoir à repartir à l'usine, hein, puisque l'idée c'est comment fait-on pour échapper à son destin. Elle vit ses premiers congés payés. Victoire, elle goûte à la liberté, elle goûte à un tas de choses. Elle se dit, ben, si je repars à l'usine, je vais me faire bouffer, je vais disparaître. Donc comment je peux faire ? Et la solution qu'elle trouve à l'époque, c'est de se marier. Et en se mariant, elle se retrouve sur ces terres-là. Et ce veuf qu'elle épouse, donc Joseph, a 2 enfants, dont une fille qui s'appelle Marie, et qui, elle, est sur cette terre-là. Mais on s'aperçoit que la terre, elle appartient à ceux qui possèdent la terre ou à ceux qui la travaillent. Et une femme, elle n'a pas forcément sa place dessus. Donc à partir du moment où il y a cette femme qui débarque sur l'exploitation, elle se retrouve un petit peu mise à l'écart. Et la seule solution qu'elle a pour s'en sortir, pour fuir, c'est de rentrer dans les ordres. Et elle n'y rentre pas par conviction, elle y rentre pas par dépit, ou en tout cas par illusion de pouvoir y trouver une certaine liberté. Et elle revient au moment de la transmission de l'auberge. Elle va réapparaître dans là pour faire valoir ses droits. On parlait vous parliez tout à l'heure de justement cette année 65. On est peu de temps avant le bouleversement de mai 68, de tous les tremblements de terre sociétal et autres que ça pourra produire. Il y a un point commun dans vos 2 romans, un autre point commun, qui est, comment dire ça, le rôle de la bande dessinée. Voilà, c'est-à-dire que alors Noël Cizzini, vous avez tout à l'heure, on s'est arrêté juste au moment où vous étiez en train d'évoquer Boris. Boris, c'est un auteur de bande dessinée. Qu'est-ce qu'il fait comme type de BD déjà ? Alors il fait des BD qui sont des aventures, on va plus dire des aventures. C'est surtout une série qu'il a conçue qui s'appelle Vent contraire au pluriel. Et donc c'est une héroïne qui est capitaine d'un bateau. Qui mène ce bateau à la limite des pirates et voilà, et donc il est à son je sais plus 4-5e album et dans cet album il est en quête d'un personnage qu'il n'arrive pas à dessiner, qu'il n'arrive pas à visualiser, qui était une gamine qui vivait dans le marais d'une manière sauvage. Et donc le jour où il rencontre par le plus grand des hasards la petite copine de Soline, c'est-à-dire Fiorella, lors d'une balade en barque, il a un flash et se dit c'est elle. C'est elle. Et donc il est tellement obnubilé par son personnage et tellement content de la trouver qu'il va la photographier pendant cette balade en barque sous tous les angles. Et il ne se rend pas compte qu'il déclenche une tempête chez la gamine, quoi, qui se sent d'un seul coup aimée, attirée, etc. Et elle joue un peu une façon de charmer qui est un peu bétoune, qui est comme on peut faire peut-être quand on a 15 ans, d'un peu se montrer comme ça. Et à mesure des photos qu'il fait, il se rend compte qu'il a mis le pied dans quelque chose qui est vachement dangereux. Et là, il arrête net en disant « j'ai plus de batterie », il arrête les photos. Parce qu'il sent que la gamine est partie dans un autre trip qui est très ambigu pour lui. Et il a raison parce qu'elle tombe foudroyée d'amour pour lui. Et elle est capable de tout pour lui. À partir de là, elle a posé son dévolu sur lui. C'est l'homme de sa vie. Elle sait qu'elle est condamnée à vivre très peu de temps. Et son seul souhait, c'est de faire l'amour avec un homme, et pas n'importe lequel, Boris. À partir de là, elle va partir dans un engrenage dans lequel lui va se faire embarquer, malgré lui, et sans pouvoir reculer. En fait, le départ de ce roman, moi j'aime bien démarrer les romans comme ça, avec et si il se passait ça, qu'est-ce qu'on ferait ?
Alors, voilà, si tu étais dans la situation d'un mec comme ça, de 40 ans, face à une gamine de 15 ans qui te demande beaucoup, qu'est-ce que tu ferais? Et à partir de là, je tricote par rapport à des personnages après que je nourris, etc. Voilà, c'est la même question que je me pose dans le deuxième roman. Le moment où on perd un être cher, comment on vit cette absence et comment on passe au déni, en fait, pour certaines personnes qui ne supportent pas l'absence de l'être aimé. Merci. Alors, Jean-Christophe Tixier, il y a pour Ève, qui est cette nièce qui a 20 ans, qui, elle, Victoire voudrait qu'elle reprenne l'auberge, mais Ève n'a qu'une envie, c'est de s'échapper, de vivre d'autres choses. Elle a un jour, je crois, en faisant une des chambres d'un des clients de l'auberge, elle a trouvé une bande dessinée qui traînait, qu'elle a prise. Et ça n'est pas n'importe quelle bande dessinée, notamment en 1965. C'est une bande dessinée qui s'appelle Barbarella, mais je vous laisse en parler. Donc Ève a 20 ans, elle se retrouve dans cette auberge. Elle sent que sa tante veut lui transmettre cette auberge. Elle rêve au pied du poste de TSF. Elle a la musique qui arrive, elle a les nouvelles du monde. Elle sent que le monde est en train de bouger ailleurs. Et elle comprend que ce qui a été l'instrument d'émancipation de sa tante, donc cette auberge, pourrait devenir, elle, un piège si on lui transmet ça. Donc elle dit, voilà, comment partir, sachant que quand on est mineur, sachant que prendre cette décision-là est quelque chose de difficile. L'émancipation, c'est un grand face-à-face avec soi-même. Mais quels vont être les ressorts et donc il se trouve que ce ressort, ça va être un modèle. Donc effectivement, en faisant une chambre, un modèle tombe sur une bande dessinée qui a été abandonnée par un client entre le matelas et le sommier, une bande dessinée de Barbarella. Donc Barbarella, pour resituer, c'est une bande dessinée de Jean-Claude Forest. Donc ça a été, les premiers cases ont été publiés dans V Magazine, je crois, en 62. Et ça a été publié par la suite sous forme de bande dessinée par un éditeur qui s'appelle Eric Losfeld, et qui a fait d'ailleurs l'objet de pas mal de censures. Pas mal d'entre vous connaissent peut-être le film de 68 de Vadim, qu'il faut complètement laisser de côté si on veut approcher ce qu'est le personnage de Barbarella, parce que c'est d'une niaiserie absolue, alors que Barbarella est un super personnage. C'est vraiment la première fois qu'on a un vrai modèle de femme libre, émancipée, aventurière. Quand on lit Barbarella, ça aborde déjà dès 62, donc dès ces années-là, des sujets comme l'urgence climatique, comme l'antispécisme, comme le transhumanisme, comme les modes de gestion, les modes de gestion des pays, etc., sur les inégalités, le droit des femmes, etc. Donc il y a un vrai premier modèle, et c'est la première fois qu'on avait ce genre de choses-là, parce qu'avant, les héroïnes, c'était quoi? Alors effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était les vampes qui étaient là et qui entraînaient les hommes dans leur chute, ou alors c'était les pin-up qui étaient là pour décorer le truc. Et puis après, il y a eu un premier modèle de femme qui est apparu, qui était Wonder Woman. Alors on dit, oh, super, mais non, en fait, Wonder Woman, elle est du côté de l'autorité, c'est le modèle masculin de la domination qu'on a mis dans un corps de femme, et c'était tout. Et là, donc, voilà, c'est une des premières héroïnes de la contre-culture, et quand elle voit ça, elle se dit, ah ouais, une femme, elle n'est pas forcément obligée de passer par un homme, elle n'est pas forcément obligée de subir, elle n'est pas... Et donc, elle va se raccrocher à ce personnage féminin qui va devenir son ami, enfin, plus que son ami imaginaire, quoi. C'est elle qui va l'accompagner, lui servir de modèle pour trouver les ressorts, pour espérer fuir. Je ne veux pas en dire plus sur la suite, mais Barbarella a été un vrai modèle. Alors, c'est pas un personnage féministe, parce qu'elle n'a absolument pas ce côté militant. C'est une femme libre qui veut disposer libre dans sa tête, libre dans son corps, etc. Mais qui a servi de modèle pour Ève. Oui, elle dit à un moment, après sa rencontre avec ce personnage, avec Barbarella, elle dit, sa volonté, c'est de découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles tribus
comme son héroïne. Et voilà, ça va être son moteur. Et, euh, Noël Cizzini, vous avez dit tout à l'heure, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je ferais si je me mettais à la place du personnage de Boris, confronté à la situation que vous nous avez racontée. J'ai envie de dire, comme nous parlons avant tout de vos héroïnes fortes et bouleversantes, et j'imagine bien, puisque ce sont quand même les moteurs, alors notamment Fiorella, mais également Soline de votre roman aussi, vous êtes mis aussi dans la tête de ces héroïnes-là. Ah bah oui. Mmh. Oui. Je sais pas si on peut écrire sans faire ça. Hein. Je veux dire, oui, bien sûr, oui. Et alors, je ne sais pas, comment elles vous sont venues? Oh là 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 là. Vous avez le temps, on a bien 5 minutes. Donc. Non, mais la genèse d'un personnage... le postulat était simple. Il fallait que Fiorella ait une confidente qui était à l'intérieur plus ou moins de la clinique, en sortant et en rentrant. Et après, c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai tricoté. Après, j'ai une idée de départ, puis après, je passe sur le métier à tisser et je tisse, puis j'enlève, je remets. Je dis, ben non, elle peut pas faire ça. Puis à un moment donné, elle me commande. Ça, c'est le moment que je préfère dans l'écriture. Ça m'arrive pas tout le temps, mais quand mes personnages, ils sont vraiment plantés, moi, je les suis, j'écris l'histoire. C'est eux qui commandent. Ça, c'est génial. Parce que moi, la gamine, après, je peux plus la faire parler comme je veux. Elle va se rebeller, elle va parler comme si. Boris, lui, il reste tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est plutôt fragile. Il se laisse emporter par cette gamine. Et comment répondre à sa demande? Parce que lui, il s'en fout. Il est dans sa bande dessinée. Il est amoureux de Soline, avec qui il va avoir deux enfants. Et il y a cette gamine qui est en perpétuelle demande et qui va aller au bout du bout, quoi. C'est-à-dire qu'elle va l'entraîner dans une spirale, mais folle, quoi, folle. Mmh. Et bien sûr qu'on se met dans la tête des uns et des autres, mais moi, c'est plus difficile. Ça n'est plus difficile une fois que je les ai cernés. Et c'est ça le grand pied de l'écriture, c'est que là, les personnages, c'est eux qui m'ont raconté une histoire. C'est eux qui m'ont entraîné là-dedans. Moi, j'avais plus qu'à écrire. Jean-Christophe Texier, pour reprendre les mots de Noël Cizzini, vous, parmi vos héroïnes et ces femmes qui sont chacune à leur manière extrêmement puissantes, effectivement, est-ce qu'il y en a une qui vous a commandé ou toutes? Ou c'est vous qui avez... Non, j'espère que je reste aux commandes. C'est le grand plaisir de la lecture. On dit souvent que ceux qui ont de l'imagination, c'est ceux qui sont beaucoup embêtés dans leur jeunesse. Mais c'est pas ennuyé au sens de je sais pas quoi faire et tourner en rond. C'est se poser, fermer les yeux et puis d'aller vivre un tas de choses dans la tête et d'aller vivre des aventures soi et puis aussi en allant se placer dans la tête des autres. Moi, je le vois, je fais pas mal de rencontres avec les scolaires et puis il y a plein de gamins qui disent j'ai pas d'imagination. Tout le monde en ont. Donc moi, je leur fais faire tout un travail. Je leur fais fermer les yeux. Je dis bon voilà, on va les voir et tout le monde est capable de fabriquer ces images-là. Et d'aller se mettre dans la peau d'un autre personnage. Donc, moi, ce qui m'a plu là, en fait, je me rends compte que moi, j'ai jamais écrit un roman avec un narrateur omniscient, un narrateur qui voit tout, qui sait tout, et qu'en fait, moi, j'ai des narrateurs à chaque fois extrêmement identifiés. Et si je rentre pas dans leur tête, et si je rentre pas dans leur corps, et si je n'arrive pas à ressentir leurs émotions, je ne vais pas pouvoir arriver à les écrire. Et ce que j'écris, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu aussi. Et dans une rencontre scolaire, je savais pas mal écrit pour la jeunesse avant, un jour, il y a un gars qui me dit « Mais pourquoi tous vos
personnages principaux sont des garçons ou des hommes? Je dis, ah ouais, tiens, pas con comme question. Et puis ça m'a interpellé, et puis oui. Et puis depuis, j'ai écrit beaucoup de romans où les personnages principaux sont des femmes ou des adolescentes filles, etc. Et en fait, on peut arriver à se glisser complètement dans la peau des personnages. Je ne sais plus quelle était la question. Ça me paraît en tout cas une réponse tout à fait adéquate. Ça va bon, d'accord. J'ai bon. Je crois. J'aimerais parler. Noël nous a parlé de son personnage de Boris, le personnage d'homme qui intervient dans ce roman. Vous, quand même, quelques mots. Bon, les femmes sont effectivement puissamment présentes. Même d'ailleurs le personnage de la sœur, sa boulimie, enfin boulimie est un terme presque faible d'ailleurs, ça aussi c'est très puissant. Son éditrice. La sœur de Boris. Ah non, là je parlais de la sœur, le troisième personnage féminin dans le roman de Jean-Christophe Tixier, mais il y a... Non, mais c'est pas grave, je voudrais qu'on dise quand même 2 mots de cet ingénieur qui est venu pour le barrage, qui est le seul client de l'auberge à ce moment-là. Ça n'est pas justement en contrepoint de ces personnages de femmes très authentiques et qui se battent chacune avec différentes, qui ont des raisons de se battre pour sauver l'auberge, contre la mort, pour se libérer et partir, etc. Ce personnage est un peu phallo avec un F. Phallo aussi d'ailleurs avec un P, mais il n'est pas très reluisant. Mais il est très authentique. Alors on est en 65, hein? Oui. Donc un homme de 65 qui porte aussi tout le patriarcat qu'il peut y avoir à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à ce personnage, c'est tout le questionnement que peut avoir Ève. On le voit encore aujourd'hui. Hein, c'est quand on entend une femme dire « je veux pas avoir d'enfant » et c'est un choix, ça reste compliqué à faire entendre, ça reste compliqué à être accepté. Une femme qui décide de vivre de manière célibataire, ça reste encore. Donc, a fortiori en 65, dans ce monde où c'est l'homme qui est présent partout, on le voit avec cette loi qui autorise les femmes juste en 65 à ouvrir leur compte bancaire sans leur autorisation. Comment fait-on pour partir? Comment fait-on pour gagner cette liberté? Donc il fallait, moi j'avais besoin que ce personnage de Ève qui a 20 ans, qui comme seul modèle a sa tante qui s'est mariée pour pouvoir échapper à l'usine, puisse se questionner en se disant, si moi je dois fuir, puisqu'en plus je suis mineur, puisque je suis seul, est-ce que ma liberté ne doit pas passer par le mariage d'un homme? Donc elle voit cet homme qui est là, qui habite à la ville, puisqu'il est là, il est ingénieur, il est là juste pour superviser la vidange du barrage à ce moment-là, et elle voit au travers de lui l'occasion de pouvoir partir, se marier, puis de partir à la ville. Et je pense que nombre de femmes dans ces époques-là se sont aussi mariées avec l'illusion que ça pouvait être... le moyen de partir et de gagner leur liberté. Donc voilà, donc il y a tout ce questionnement-là qu'elle a par rapport à cet homme-là, qui est particulièrement fade et inintéressant, et puis en fait c'était pas le sujet, quoi. C'était juste le questionnement là qui m'intéressait par rapport à lui. Et donc c'est toute l'évolution de ce personnage sur qu'est-ce qu'est la liberté, qu'est-ce qu'est l'émancipation, et quelle est la place de l'homme et du couple dans tout ça. Alors, on a compris, je crois, que dans Effacer les hommes de Jean-Christophe Tixier, il y a une espèce d'évolution et de tension entre les personnages, avec aussi des personnages comme cet ingénieur et tout, ce que ça fait, ce que ça provoque, ce que ça peut faire avancer à l'intérieur de ce lieu qui est cette auberge. Chez Noël Sizini, bien évidemment, comme on l'a compris également, il va y avoir une cavale impliquant la jeune Fiorella de 15 ans et le dessinateur de BD Boris. Qui dit cavale dit quand même que bien évidemment il y a une évasion, il va y avoir d'autres choses que je ne vous révélerai pas. Ils vont évidemment être traqués.
par la police. Et voilà, c'est l'occasion de dire peut-être un mot sur un autre personnage de femme qui apparaît moins dans ce roman-là, mais qui est intéressant, qui est la policière qui mène la traque, qui s'appelle Axel Vander, et qui d'ailleurs quand même se débarrasse de son collègue, c'est un homme morsec qui est quand même voilà, qui est un bas du front quand même enfin en tout cas moi c'est mon sentiment à la lecture. Ouais, voilà. Et en plus, Axel, je ne vous dirai pas comment se passe cette cavale et cette traque, bien évidemment pas, mais c'est intéressant parce que cette Axel Vander, si j'ai bien compris, on la retrouve dans ce tout nouveau roman Instant sauvage comme enquêtrice. Vous nous en dites deux mots ? Axel Vander, d'abord, c'est une capitaine de gendarmerie. Spécialisée en criminologie. Secondement, elle est homosexuelle. C'est pas évident dans le premier roman. Ça s'avère beaucoup plus dans le deuxième parce que elle vit avec une deuxième femme qui est naturopathe et qui fait de l'hypnose. C'est-à-dire que ça va lui permettre de l'aider dans ses enquêtes. Du moins pour essayer de cerner un personnage, le personnage principal de ce roman, qui est plus ou moins accusé de la disparition de sa femme. Et il s'avère en arrivant à lui faire parler avec l'hypnose, elle arrive à dégager des choses qui vont faire avancer l'enquête. Je ne veux pas dire lesquelles, parce que sinon c'est plus intéressant. Voilà, et donc, ouais, j'avais pas envie d'un flic. Bon, j'en ai écrit assez des histoires de flics avec Navarro et compagnie. C'était bon. Et je trouve toujours dans la démarche d'une femme qui se penche sur une enquête. J'aime vachement la façon qu'elle a de faire, qui n'a rien à voir avec un mec. Et ça, bon alors après, on peut dire, tu as une vision de la femme qui est ceci, comme celle de la passion. C'est vrai que, bon, je continue à penser que les femmes qui ont les passions sont beaucoup plus fortes que celles des hommes. Maintenant, il y a matière à débat, mais bon, c'est mon point de vue. Et c'est ce qui m'intéresse. Je préfère parler de la passion d'une femme que la passion d'un mec, surtout en matière amoureuse. Je voudrais, comment dans votre roman Fucking Melody, il y a un final que évidemment je ne révélerai pas du tout, ni vous d'ailleurs, parce que sinon, alors à quoi bon ? Mais qui se termine à Belle-Île. Et alors, ça m'a fait penser à une dernière correspondance, car Jean-Christophe Tixier, je crois que Les bagnes pour enfants, un roman jeunesse, mais que je peux vous assurer, tout adulte lit avec grand plaisir, qui s'appelle Traqué sur la lande, je crois, racontait Belle-Île et le bagne et les événements d'août 34, quand en août 34, ce qui a été dénoncé par Prévert dans son poème La chasse à l'enfant, qu'il a écrit en décembre 34 pour dénoncer tout ce qui s'est passé en août 34, où il y a eu un gamin de 11 ans qui a été tabassé quasi à mort par les gardiens et qu'il y a eu une révolte. Il y a 55 jeunes qui ont réussi à s'évader et pour les retrouver, ils ont organisé une chasse à l'enfant. C'était la méthode qu'on utilisait pour non, pas violé, non. Enfin voilà, en tout cas, voilà, et donc je raconte ça effectivement dans Traqué sur la lande, et quand on tombe dans le sujet des bagnes pour enfants et adolescents, on découvre plein de choses, parce que tout ce que l'on n'assume pas dans notre histoire, on a tendance à le pousser sous le tapis et à l'ignorer. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion-là qu'il y avait eu plus de 70 bagnes pour enfants et adolescents sur le territoire français, le territoire métropolitain, que les derniers ont fermé en 1945. Et on a la chance d'être dans un pays qui a pris un grand soin sur la tenue des registres. Et donc, je suis tombé sur le registre d'écrou de
de ce bagne qui était situé à Vaillocès, donc au nord-est de Montpellier, qui est un bagne qui a fermé en 1884, mais qui, en 34 ans d'existence, il y a eu un peu plus de 400 jeunes qui sont morts dans ce bagne-là de mauvais traitements, de ne pas avoir été nourris, pas soignés. On les a travaillés 15 heures par jour. Et donc je me suis penché là-dessus, dans ce roman-là. Dans Les Mal-Aimés, et que ce soit dans le passé, ça aussi ça fait écho, ou aujourd'hui, Noël, vous expliquez bien aussi que, puisque le roman noir est aussi quand même un roman qui en tout cas porte un regard un peu acéré sur la société dans laquelle se situent les fictions qu'il produit. Voilà, Fiorella, elle a fait, vous dites, un séjour dans un centre éducatif fermé pour jeunes délinquants. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est plus les bagnes pour enfants, mais a fait d'elle une écorchée vive. Donc d'une manière, chacun à votre manière, vous évoquez aussi misère, traumatisme, on va dire tous, on peut mettre tout ce qu'on veut, que des établissements au fil des décennies infligent à de jeunes personnes. Je crois que les gamins qui étaient à Belle-Île et tout, on les appelait des vauriens. Et je crois que Fiorella était dans le même cas. Hein. C'est une gamine qui a été considérée irrécupérable. Et oui, effectivement, elles sont. Moi je l'assimile au même cas que les vauriens de Belle-Île, quoi. Irrécupérable. Alors, quand on a créé, c'est là le code pénal de 1810 qui a créé pour la première fois une justice pour les mineurs, puisqu'avant les jeunes et les adultes étaient condamnés aux mêmes peines, et donc à partir de 1810, on se dit que les mineurs ne peuvent pas être condamnés de la même manière que les adultes. Donc, on introduit cet élément de justice des mineurs dans le code pénal de 1810. Et parmi les mineurs, la loi fait la distinction entre les mineurs discernants, qui ont donc toute leur capacité intellectuelle, la maturité pour comprendre ce qu'ils ont fait, et les mineurs non discernants, parce que trop jeunes, un peu simplés ou autres. Et la justice, les mineurs discernants étaient condamnés à une peine plus faible que les adultes, et les mineurs non discernants, le juge avait le choix soit de les restituer à la famille, mais bien souvent il n'y en avait pas, soit de les placer dans des institutions jusqu'à l'âge de 18 ou 21 ans. Sachant que pour se retrouver mineur et pénalement responsable, il suffisait d'être mendiant ou d'être vagabond, parce que la mendicité ou le vagabondage sont restés des délits jusqu'en 1935. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'institution prévu pour les accueillir, donc on trouvait dans des prisons comme la Petite Roquette à Paris, dans les mêmes cellules, les adultes condamnés, les jeunes mineurs discernants condamnés à des faibles peines, et des mineurs non discernants qui étaient acquittés par la justice, mais placés là, et qui, eux, étaient là, rentrés à 8-10 ans, n'en sortaient qu'à 18 ou 21 ans, et qui étaient dans les mêmes cellules que les autres. Donc, en fait, ils étaient acquittés, mais ils prenaient encore plus cher que les autres, ils vivaient là. Et à partir de 1815, 1820, on a commencé à créer les premières colonies pénitentiaires, qui était au départ où on se disait on peut amender ces jeunes-là. C'est-à-dire on va les sortir de l'enfer avilissant des villes, on va les mettre au grand air, on va leur faire vivre la vie en collectivité pour essayer de les redresser et leur offrir une autre possibilité. Et à partir de 1850, on est rentré dans une nouvelle manière de regarder les jeunes. Et là, on est tombé dans cette vision du jeune non amendable. C'est que sur... vous avez des auteurs comme César Lombroso qui a théorisé tout cela en disant que à partir du moment où un jeune était délinquant, il avait ça dans les gènes, et donc à partir du moment où il avait ça dans les gènes, on l'avait pas. Et donc tous ceux qui étaient les enfants du mal, parce que leur mère était prostituée, parce que leurs parents étaient voleurs, ceux-là forcément c'était de la mauvaise graine, c'était des gens qu'on ne récupérerait pas. Et à partir de 1850, ces colonies-là pénitentiaires, parce que le nom officiel c'était les colonies pénitentiaires, que le public a appelé des bagnes, ça a été simplement des machines à broyer, parce que ça consistait simplement à dire on retire ces enfants de la société pour éviter qu'ils contaminent tous les autres. Et là, ça a été la porte ouverte à tout et à tous les excès, parce qu'effectivement, ces gamins-là, on était certain de rien pouvoir en faire.
je trouve que c'est intéressant comme parallèle parce que là, Jean-Christophe, il parle de gamins qui sont emprisonnés et moi, mon personnage, il s'emprisonne tout seul. Fiorella, elle s'est mise dans une situation où elle ne se permet aucune sortie à part le moment où elle fuit avec Boris. Mais c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle veut s'attacher, elle va tout de suite freiner des cas de fer parce que dans sa tête, c'est je ne suis pas faite pour le bonheur. Parce qu'on m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, tout le monde m'a rejeté. Et si je m'attache, je vais en prendre plein la gueule. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va me laisser. C'est marrant, c'est pas la même chose. La prison, elle est psychologique, quoi. Elle est aussi difficile à vivre, je pense. Eh bien, est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou, à poser à nos deux auteurs à propos de leurs héroïnes, de leurs romans Eh bien, Ouais, je suis d'accord. on peut donc espérer que vous êtes un petit peu satisfait. Et en tout cas, je vous propose d'aller retrouver Noël Cizigny et Jean-Christophe Tixier à leur table, aller continuer à bavarder avec eux et surtout à découvrir les fortes héroïnes d'Effacer les hommes et de Fucking Mélodie. Merci à vous. Merci à nos invités. Merci Hervé.